Je ne vais pas être hyper long parce que tout le monde a sommeil, tout le monde a faim. C'est surtout aujourd'hui une petite introduction, d'abord pour aller dans le sens de la philosophie de l'association à PCPAC, parce que je pense qu'on manque cruellement de transversalité et de décloisonnement des cycles. Et avec les conférences que j'ai entendues, je m'appuierai un peu sur la conférence de Nietzsche, parce que moi je voudrais, surtout quand on fait une conférence, il faut mettre un point focal sur un problème. Le problème que je voudrais soulever aujourd'hui, moi, qui nous amènera, ça fait du mois de mars, certainement, c'est de relever ce qui ne nous convient plus dans la morale telle qu'elle a pu être constituée, et bien constituée, et positive pour d'autres époques, mais qui, manifestement, aujourd'hui, pose problème. Pose problème avec ce qu'on verra plus tard de la dimension de la puissance, puisqu'on reprend la thèse de Nietzsche, de la puissance et de la volonté de puissance, qui outrepasse très largement le cadre classique de l'ici et du maintenant, voire même du hier. Le problème de la morale dans son jugement, c'est que l'on juge la plupart du temps des actions proches, c'est historique, c'est pas on invente, hein, et la plupart du temps passé. Or, les grands enjeux d'aujourd'hui, et surtout de demain, puisque c'est vers ça que j'irai, ce sont des actions dont on ne mesure absolument pas les implications, voire même, ça je parlerai la prochaine fois, dont les responsables seront perdus depuis des siècles. Exemple, la prolifération radioactive, par exemple. Quelqu'un qui se plaindrait, je crois que la période des scientifiques de mieux qu'on nous, la période qui s'est été 100 000. Donc imaginons un accident, et quelqu'un qui viendrait demander dans 50 000 ans, à moitié de la période, des responsabilités sur l'action. Voilà, on voit bien qu'il y a des choses qui ne vont plus, qui ne conviennent plus, et qu'il va falloir travailler avec d'autres concepts. Ça sera l'idée d'une éthique du futur. Mais pour comprendre ça, il faut peut-être partir de, je dirais, à l'histoire. Mais qu'est-ce qui se passe et où est-ce qu'on a un problème avec cette morale telle que vous la connaissez, telle qu'on la pratique et telle qu'on nous l'enseigne. Il faut trouver le problème en vrai pour comprendre vraiment les choses. C'est comme ça qu'on fait en général quand on fait de la science pure. On essaie de comprendre l'endroit où il y a le problème pour savoir de quelle nature il est et comment on va le résoudre. Moi, je vais commencer par une lecture hyper simple qui part, puis on fait ça, hein, de ce que c'est que la morale dans deux mondes. Deux mondes, pour moi, très différents, parce qu'un va être recouvert par la tradition catholique et chrétienne, judéo-chrétienne, et l'autre sera antérieur ou extérieur à cette tradition. La première tradition qu'on connaît le mieux, c'est la tradition de la morale comme respect des lois, respect de la règle, respect d'un corpus qui nous est donné dès qu'on arrive au monde par nos parents, par la société, par la religion s'il le faut, voire par une idéologie. C'est ce qui concerne, du point de vue étymologique, donc, les comportements. Dans le monde grec, et ça c'est le fond de l'éthique, le terme approprié c'est l'éthos, qui lui aussi veut dire comportement. Et là on a déjà un premier souci puisqu'on a deux origines distinctes qui voudraient dire la même chose. Ou alors, elles ne veulent pas vraiment dire la même chose. Et c'est ce que je souhaiterais défendre ici. Quelle est l'idée de la morale au sens du corpus? Quel est le problème que pose par rapport à la société d'aujourd'hui et de demain? Je reviendrai sur la troisième métamorphose de Nietzsche parce qu'elle est très très importante. Le problème posé par la morale au sens du corpus extérieur à moi, qui m'est amené par autrui, c'est ce que Spinoza relève comme un problème du jugement. C'est-à-dire que
je suis jugé par autrui. C'est autrui qui, en quelque sorte, m'inculque ce qui est bien ou mal. C'est lui qui me dit la norme. Je dois l'intégrer, je dois l'approprier, je dois la faire mienne. Et avec elle, ça fonctionne, hein. Pour les actes du quotidien que l'on a vécu depuis la nuit des temps, en quelque sorte, ça suffit. Pour avoir une vie d'honnête homme du XVIIe, c'est très bien. On peut ainsi être, comme le propose Emmanuel Kant, dans l'idée de agir de telle manière que le principe de ton action vaille de manière universelle. Qu'est-ce que c'est que cette idée? L'idée que si mon action est bonne, eh bien, je dois pouvoir l'étendre à l'ensemble de la communauté, quelle que soit finalement sa culture ou son ethnie ou sa localisation, voire même son histoire, sauf depuis quelques révolutions scientifiques qui nous donnent à nous, hommes, une puissance extraordinaire pour lesquelles, justement, la morale ordinaire nous convient. Autre problème à cette morale, hors de son problème dimensionnel, on pourrait dire, spatial, le problème de la transcendance. L'idée de l'extériorité à soi de la normativité, la norme à aider. Et quel est le problème crucial aujourd'hui? C'est que nous sommes confrontés, ça c'est pas des scientifiques purs et durs d'ici qui diront, moi je discuterai avec eux. Pourquoi? Parce que ce que nous pouvons faire aujourd'hui, nous n'en mesurons pas les conséquences du point de vue moral, précisément. C'est-à-dire que nous ne savons absolument pas si ce que nous allons faire est bon ou mauvais. Exemple typique qui défraie la chronique aujourd'hui, puisque c'est le salon de l'agriculture, le retour sur la scène des OGM végétaux. Avec des idées qu'il faudrait d'abord intégrer des OGM de seconde génération, en laissant de côté la première. On ne sait d'ailleurs pas pourquoi. Tout ça donne naissance à des véritables mythes, à des véritables mystiques, à des véritables nouvelles religions, qui ont des points de vue transcendantaux qui nous tombent dessus, dont on ne mesure rien, dont on ne sait rien, on ne mesure d'ailleurs ni le positif ni le négatif, on ne sait pas. On ne sait pas parce que l'enjeu est loin, trop loin, puisse mettre dessus, ce qui signifierait qu'il nous faudrait avoir un autre type de comportement. Donc ça, je vous l'ai dit, je vous en parlerai dans un second temps, au mois de mars, avec un ami, collègue, très proche, qui est, lui, scientifique très bien, chimiste. Et donc, la problématique que rencontre Spinoza, c'est l'idée de comment me comporter bien si je veux me comporter de manière autonome, sans que, forcément, la morale me dicte mon action. La morale, donc, le corpus de règles que j'hérite de mes devanciers. Dans ce corpus de règles, c'est la vraie raison du nihilisme de Nietzsche, qui n'est pas nihiliste en soi. Il est nihiliste parce qu'il réfute ces valeurs dont il estime qu'elles ne reposent pas strictement sur le bien, mais que probablement pour lui, elles pourraient reposer sur de l'ignorance. C'est-à-dire que quelqu'un qui serait intéressé pourrait organiser son action de manière à être considéré comme bon sans l'être vraiment. C'est ce que propose Emmanuel Kant. Il explique que si le principe de votre action n'est pas strictement désintéressé, quand bien même votre action paraît bonne, elle est mauvaise. Vous n'êtes pas moral. Et quel est l'exemple? Je donne à la messe une pièce dans la corbeille, je parais bon, mais je le fais par ostentation pour être considéré comme bon, par calcul, et non pas par bonté intime. Voilà l'idée et la raison pour laquelle, pour Spinoza, il faut s'extraire et s'émanciper de cette hétérodoxie, de cette extériorité à soi
du jugement moral. Pour quelle raison? Parce que pour lui, la plupart du temps, lorsqu'on répond à un impératif moral, lorsqu'on se laisse aller à faire ce qu'autrui nous demande, d'abord, on n'est pas autonome, on n'est pas indépendant, et surtout, on ne valide pas, on ne certifie pas par la connaissance pure, par l'intellectualité objectivée, si ce que l'on fait est vraiment bon ou non. Il a vécu un drame, Spinoza, puisqu'il était de la communauté juive portugaise d'Amsterdam, au XVIIe, et il a été excommunié, exclu de cette communauté. C'est un fait très rare dans ces communautés-là, excessivement rare, pour une idée qu'il n'a jamais vraiment reniée, d'ailleurs, qui est l'idée que, c'est pas évident, mais si Dieu existe, c'est la nature. Pour quelle raison est-ce qu'il dit ça? Il le dit parce qu'il ne peut pas supporter l'idée de transcendance dont je parlais tout à l'heure. L'idée que finalement, s'il est bon, il n'a pas à venir m'imposer ce que j'ai à penser comme devant être bon, mais il doit avoir agi de manière à ce que moi je puisse le penser seul, sans avoir besoin de quelqu'un qui me guide dont je ne sais rien. Pourquoi? Parce que contrairement à ce que beaucoup de monde croit, peut-être ici trop, par la Toulouse, en France, pas dans le film, l'homme serait beaucoup plus agi par son désir que par sa raison. Sa raison n'étant qu'un outil, par du temps, dans le plus bas genre de connaissance, dans le premier genre, qu'un outil pour réorganiser moralement son action et la reconsidérer et l'évaluer. Et voilà le problème du jugement. C'est-à-dire que j'agis de manière à être jugé juste, moral. Alors qu'en réalité, j'agis dans le sens de mon désir qui n'est pas toujours le plus avouable, et je réorganise par la raison, eh bien, la morale que les autres m'ont donnée. C'est une petite raison qu'on pourrait dire que je mets dans la corbeille l'argent que je mets de façon à être considéré comme bon, quand bien même, au final, je le ferai par calcul politique, par exemple, pour devenir l'un des chefs de ma communauté. Ça peut y arriver, ça arrive tous les jours. On peut imaginer que ça arrive. Quelle est donc son idée? Elle est terrible parce qu'elle demande énormément d'investissement, notamment, là, ici, que personne convaincue, l'idée de la connaissance. C'est-à-dire, il faut évacuer la transcendance pour rencontrer le monde tel qu'il est. Non pas tel que nous voudrions qu'il soit, ni lui, nous, mais qu'on se contente de bien admettre une fois pour toutes que l'homme est un être de désir, de pulsion, d'émotion, exprimée ou pas exprimée, et que, comme dit Nietzsche, le surhomme, car Nietzsche a un problème majeur par rapport à ses lecteurs, c'est n'est strictement pas un penseur politique. Donc, le problème du surhomme, c'est pas justement la réaccaparation par autrui d'un projet qui ne peut être qu'individuel. Et donc, oui, l'handicapé peut être un surhomme, à condition qu'il devienne ce qu'il doit devenir par lui-même, par le pur produit de son action. Alors pour Nietzsche, on intègre aussi le désir, parce que Spinoza c'est surtout intellectuel. Il faut gravir les marches de la connaissance. Il y a trois grandes marches. Le premier genre, c'est le genre de la rue, c'est-à-dire ce qu'on appelle les signes équivoques, les signes mensongers. Pour les jeunes filles, il faut quelquefois se méfier du genre idéal pour les parents qui arrivent avec la Porsche, le costume 3 pièces et qui vous invitent dans un grand restaurant. C'est pas toujours le vrai genre idéal. Pourtant, si on est franc avec soi-même, on peut se laisser aller facilement. Parce que c'est là-dedans qu'on
on va laisser le drame. Pour ne pas y aller, il faut être capable de se retrouver dans le second genre de connaissance, le genre des rapports des choses entre elles, le genre que vous maîtrisez ici avec la science. C'est-à-dire que la science est donc un premier bon moment d'émancipation des consciences pour échapper au dogme transcendantal qui, la plupart du temps, n'est pas fondé. C'est son problème. On ne dit pas qu'il est bon ou mauvais, on dit qu'il n'est pas fondé. Le troisième genre, c'est celui Spinoza, de la philosophie de la sagesse, qui dépasse même l'idée de comprendre les choses par leur rapport, mais comprendre les choses par leur essence. C'est-à-dire, je parviendrai à connaître les choses telles qu'elles sont, en tant qu'elles sont ce qu'elles sont. Ça, je vais le laisser à Baruch, au XVIIe, parce que moi, je n'y arrive pas. Mais on pourrait se dire que la tentative, justement, très transversale, parce que là, on comprend bien l'idée. On comprend que toutes les structurations possibles, toutes les interrogations possibles sur le monde tel qu'il est, participent de l'émancipation de la tutelle transcendantale, qu'elle soit paternelle, qu'elle soit idéologique, qu'elle soit religieuse, voire qu'elle soit sociale. Je dis quelquefois aux élèves, que je vois un élément ici, vous avez le dogme judéo-chrétien de l'amour dans le mariage. Spinoza n'aurait jamais compris. Qu'est-ce qui dit qu'on aime mieux quelqu'un quand on est marié que quand on l'est pas? Je ne dis pas que c'est bien ou mal. Justement, on parle plus trop de bien et de mal. On parle de comportement. Donc là, on sort par ce biais d'une injonction à agir comme d'autres souhaiteraient que nous agissions, pour entrer dans l'idée que nous pourrions agir comme nous pensons que nous devons agir. Je peux en parler, moi je ne suis pas marié, je suis avec mon ami depuis 20 ans, je l'aime beaucoup. Je ne me sens pas dans le péché parce que je ne suis pas marié. Je le dirais même, je ne me sentirai pas plus dans le droit chemin parce que je me marierai peut-être le jour avec eux. Je ne sais pas. C'est ça l'idée, en quelque sorte. Mais c'est violent parce qu'on est confronté quand même à la société assez. Non. On est confronté à la mise en cause, on est confronté aux conseils, on est confronté aux réflexions, aux remarques. Ça, si vous êtes dans l'idée de ce que vous faites est juste, si vous avez sous les yeux l'ensemble des causes qui régissent votre désir, il n'y a pas vraiment de mal à agir comme vous semblez, vous voulez. Parce que si vous avez bien compris, dès qu'on est dans le second genre de connaissance, il ne suffira pas pour l'éthique du futur, c'est une marche, mais ça ne suffira pas. En quelque sorte, étant donné dans le second genre de connaissance, ça peut déjà convenir, se comporter. On n'est pas tous obligés, parce qu'on n'est pas tenu par la morale, de se comporter de manière débridée. C'est ce que propose Nietzsche pour revenir à ça. Quelle idée pour nous? Nous sommes des êtres de désir, c'est la première chose qu'il nous faut prendre en charge. Vouloir mettre le désir à distance, c'est en quelque sorte échouer à le comprendre, à vivre avec, dans un sens classifié. Et donc il appelle ça le dionysiaque. Il y a un très beau livre qui explique ça très bien, qui s'appelle La naissance de la tragédie. Il faut lire ça, c'est sublime, c'est court et c'est très éclairant. Quelle est l'idée? Parce que donc, il faut créer, mais la création, c'est pas qu'un objet extérieur à soi. La plus grande création, pour lui, et rejoignez ça là-dessus, c'est la création de soi. C'est-à-dire la création d'un être beau, de belle forme, apollinien, sous un flux de pulsions qui, elles, ne sont pas toujours très nobles. C'est Dionysos, le fameux dieu du vin et de la pulsion sexuelle. Il ne faut pas se leurrer. Mais il est possible de lui donner à ce Dionysos une belle forme, la forme du E, la forme univoque, celle qui se dit d'une seule voix, celle qui précise les belles peaux.
Et ça, c'est, comme certains intervenants l'ont dit très justement avant, excessivement difficile à faire. C'est l'enjeu d'une vie, c'est l'enjeu d'une existence humaine à peu près, probablement en tout cas d'une grande part. Et c'est pour cette raison que je vous dis que ça ne suffira pas, puisque dans l'éthique du futur, vous avez compris que les dimensionnements vont changer. Il va falloir travailler différemment. Comme je ne veux pas vous assommer, si vous n'entendez pas tout de suite, je vais juste vous donner au moins une piste à partir. C'est la troisième métamorphose dont a parlé Mathias qui m'a fait penser. C'est utile de reparler de ces métamorphoses. Il faut les articuler, il faut les fouiller parce que c'est très très puissant. C'est la troisième. Et cette idée, je la reprends parce que je vais définir avec Hannah Arendt et Jonas, parce que je parlerai beaucoup de Jonas et d'Arendt. C'est l'idée des générations futures. Cette troisième métamorphose, quand vous avez vu ça, vous avez vu qu'il y avait écrit enfant. Le petit enfant, qui est le symbole de ce qu'il devra devenir, et si possible, on lui souhaite en tout cas devenir ce qu'il doit être. Mais si nous nous comportons de manière, je dis la morale ne suffira pas, si nous nous comportons aujourd'hui de manière excessivement éthique, peut-être parviendrons-nous à lui laisser une place d'homme libre. Sinon, nous le condamnons. Et ce n'est pas une lubie, vous avez le problème, par exemple, économique de la dette, qui est un fait réel, un fait massif, qui est exactement beaucoup moins dramatique que ce dont on pourra parler la prochaine fois. Qu'est-ce que c'est qu'une dette pour moi? C'est la manière dont notre génération, nos générations actuelles, font peser sur des enfants qui n'existent pas encore un choix qu'ils n'ont pas pris. Pour moi, vous avez bien compris que c'était strictement pas un comportement éthique adapté. Uniquement ça. Ça vaut pour moi. Et le problème majeur de demain, c'est qu'il va falloir que ça vaille pour la collectivité. Que ça vaille pour le nombre, parce que seul, on ne pourra pratiquement agir. Ça, ce sera quelque chose dont je parlerai la prochaine fois. L'agir collectif comme suite de l'éthique individuelle possible aujourd'hui pour notre vie de tous les jours, mais qui n'est plus suffisante au vu des enjeux, on va dire, des technosciences d'aujourd'hui, voire même de l'économie d'ailleurs. La dette, c'est un exemple pour moi de comportement non éthique. Je peux me mettre dedans, parce que je suis assez vieux pour ça, voire d'autres générations antérieures qui n'ont pas intégré cette disproportion de leurs actions sur l'espace-temps. En quelque sorte. On n'est plus tenu par une morale qui est d'ici, et du maintenant et d'aujourd'hui. On doit être tenu par une éthique, au moins une éthique, et probablement une éthique plutôt du futur et de l'avenir. Sinon, je crains que les comportements humains ne puissent plus permettre à d'autres qui ne sont pas encore là d'y être librement. L'idée, c'est que la liberté, c'est un droit naturel pour l'homme. Il faut donc la conserver, il faut lui permettre de l'agir. Ils verront dans quel sens ils iront. Ça veut dire que nous nous émancipons nous-mêmes de notre volonté de transcendance sur eux. Ça, c'est quelque chose que nous devons faire. Car nous ne pouvons pas leur demander de faire ce que nous leur disons sans le faire nous-mêmes. L'enjeu très compliqué de quelqu'un qui souhaiterait vivre de manière éthique réelle. Je ne sais pas comment imposer à autrui quelque chose dont j'imagine que je ne veux pas qu'on me l'impose à toi. Ça sera dur. On discutera de ça. Si vous connaissez, je ne sais pas si certains ont lu ça, j'en dirai beaucoup sur l'idée de l'éthique de la responsabilité de l'humain. Arendt, donc pour revenir, je pense avec elle, parce qu'on va passer l'heure, non, c'est ça, quelques minutes, encore.
C'était son idée. Son idée, c'était les générations de demain. Elle aimait beaucoup ses élèves en disant vous êtes les penseurs de demain. Il faut que vous conserviez votre liberté et puissance d'action pour pouvoir produire vos propres idées pour demain. Ça va aller très bien. Et Jonas, lui, a étendu, parce que ça, si ça reste vrai à son époque, disons les années 50, la transformation de la vie humaine génère d'autres enjeux. Et ça s'est passé à l'articulation de ce qu'elle disait sur les quelques générations d'après. Là, nous parlerons d'une génération très lointaine. Des générations que nous ne verrons pas. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, j'arrive à la fin. L'idée sera donc l'éthique du futur. Tout ce qui sera à discuter sur le fameux, je ne sais pas si vous connaissez Jean-Pierre Dupuis, le catastrophisme éclairé. Moi, je m'en sortirai de ça parce que la peur, ça va pour alerter les consciences, mais ça ne suffit pas pour faire fonctionner les gens. Il faut sortir de ce paradigme de la frayeur. Il a été bien pour dire quelque chose ne va pas. Je pense qu'il faut maintenant qu'on en sorte. C'est plus un vecteur principal de réflexion. Ça peut être une manière d'alerter. Ça peut être une manière permanente de fonctionner. Moi, ceux qui fonctionnent en permanence sur la peur, je me trouve toujours un peu trop radicaux. Je ne sais pas si vous voyez ce dont je veux parler. Voilà. Ça, ils sont loin la plupart du temps d'être éthiques. Voilà, en gros, ce que je voulais vous dire et la raison pour laquelle donc on passera de ces préceptes énoncés extérieurement hétéronomes à une tentative d'autonomisation des individus, des pensées et donc des sociétés. Ce sera un jeu terrible, difficile, en fait. Il faudra tenir la difficulté. Ah, on a toujours le premier ticket. Alors malheureusement, vous êtes très clair, très convaincant et très intelligent. Moi, je ne suis pas doté. Cela dit, je vais essayer non pas de développer, mais de faire une série d'objections qui ne sont pas articulées parce que j'ai pas le temps d'articuler, de contrer non pas votre système, parce que ça serait péjoratif de ma part de dire que votre pensée est un système. Mais quand même, s'il y a une telle cohérence dans ce que vous dites que je trouve ça juste. Attends, vous présenter l'intériorisation du jugement des autres comme une chose inévitable ainsi qu'une morale. Premièrement, c'est pas parce qu'on me juge que je vais m'aligner forcément sur ce que pensent les autres. Je peux aussi décider de me positionner par rapport à ce que veulent les autres, ce que pensent les autres, et me libérer par rapport à ce que je peux faire au geste inévitable. La morale, c'est pour moi, c'est quoi? Je prends comme le bien et le mal. Pour lui, il ne comprend pas que c'est la rivalité. J'aime pas mon rival, pour lui c'est le mal, moi je suis le bien, et lui il est tout aussi masculin que moi, et pour lui il est le bien, et quand nous je dis il faut aller au fond de là, le bien et le mal, il sous-entend que la concept de Jésus, prenant son nom, Jésus serait la porte de la rivalité, alors que précisément la pensée chrétienne c'est un déplacement de ce bien et de ce mal. La morale, elle est pour moi, ça transcende ce jugement, et elle semblait aussi opposer la morale et la science, qui me semble tout à fait aberrant. On peut très bien penser qu'on puisse avoir un comportement moral, éthique, disposer de la science. Par exemple, moi je suis persuadé que l'athéisme, c'est une épreuve pour le christianisme qui doit passer par le choc d'une aiguille afin de se révéler à l'humanité. Que l'humanité adopte le christianisme. Pour moi, ce serait pas un retour, une régression, ce serait plutôt aller en avant. Et ça ne veut pas dire, selon moi, de nier l'apport de la science, peut-être même des sciences humaines. Je suis très critique face aux sciences humaines, parce que dans la philosophie, dans la science humaine, dans toute pensée intellectuelle, vous êtes toujours en position de surplomb. C'est-à-dire que vous transformez les sujets en objets, pas totalement, un petit peu, mais suffisamment pour voir en eux des mécanicités que vous êtes censé ne pas avoir.
parfois le conférentiel dit moi aussi j'ai moi-même mes émotions, j'ai des biais, mais ça suffit pas. Donc déjà peut-être pour répondre à ça, c'est déjà un bon début. J'essaie de prendre le baptême. Depuis 11 ans, j'essaie de me convertir au christianisme, je vais peut-être aboutir. Quand vous dites que le chrétien dans une pièce à l'église en représentation que ce soit un avoir, c'est pas vrai du tout. Si vous commencez à inventer un christianisme qui est celui des athées et de laisser le christianisme de Jésus dans la Bible, on ne parle pas de la même chose. C'est trop facile d'inventer quelque chose qui n'existe pas, ensuite de critiquer. C'est-à-dire que si vous dites que toutes les bonnes intentions des chrétiens c'est forcément mauvais, après vous tirez le fil et forcément vous obtenez ce que vous dites. Alors on va peut-être s'arrêter là, et je pense quand même qu'il y a d'autres paroles qui circulent. Donc je propose que... Oui. Alors bien sûr, vous avez bien compris que moi je ne reviens pas sur les principes, parce qu'ils pensent ce qu'ils veulent, bien sûr, et ce qu'ils peuvent. Donc je suis absolument d'accord avec tout ce que vous avez dit. La seule chose dont je parle, c'est la puissance justement d'un discours qui est, comme bien même serait assez extérieur à lui pour ne pas l'impacter, très très marquant pour les consciences qui en sont préformées. Et que moi je demande, si ça en est, à ce que l'on s'émancipe de cette tutelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne la reconnaît pas, qu'on n'en reconnaît pas la valeur. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est de devenir autonome dans son propre jugement. Parce que si vous avez bien saisi, moi, l'enjeu majeur, c'est de vous parler demain de l'éthique du futur, qui ne correspondra, ne pourra pas fonctionner, très peu, pour votre vie de tous les jours, oui. Mais ce n'est pas les enjeux de l'humanité tout de suite. On ne vit pas à l'heure de l'OGM lorsqu'on vit en traversant la rue en prenant des micros. Pourtant, dans le monde, il y a ça. Ça, il va falloir faire avec. Ça ne pourra pas se juguler par l'idée d'un ici et d'un maintenant. Ça sera autre chose. Maintenant, Jésus de la Bible, je n'ai rien contre les bonnes actions de piège. J'ai encore parlé aujourd'hui de certains qui ont eu des actions très très puissantes et très favorables, notamment au niveau du droit au logement, dont je parle. Ça, c'est très bien, ça va très bien. Là, le problème que j'ai récupéré chez Spinoza, c'est l'idée d'une imposition de point de vue moral en mettant ce qui est bien normal, les actions sociales et d'autrui. C'est ça dont il s'agit. Si la personne elle-même, en tant qu'être libre, décide de vivre selon ce précepte-là, parfait. Parfait pour elle. Attention, que ce ne soit pas parfait pour elle, parce que ça l'est aussi pour les autres. Là, le moral, il y a plus. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Oui. Oui, moi je pensais à mal au fait de la morale dans l'ensemble. On va vraiment critiquer systématiquement, mais plutôt de reposer à chaque fois les fondements du pourquoi. Vous avez parlé du mariage. Moi je prendrais l'exemple du divorce, l'exemple de ça, pour lequel avant le divorce n'était pas, et étonnamment la raison pour laquelle ça pouvait y être, c'est pour protéger les femmes. Parce que dans les époques du Moyen-Âge, si on n'avait plus de mari, vous pouvez plus se débrouiller parce que les femmes ne pouvaient pas faire grand-chose. Maintenant, le fait de l'avoir accepté, peut protéger aussi les femmes, justement dans les cas où les mariages ne se passent pas bien. Donc, essayer de remettre la question de pourquoi, et la raison puissante, c'est qu'une fois qu'on aura une morale qui sera comme celle que vous prenez, si on remet toujours en question la vision des autres, une fois qu'on sera arrivé à ça, on va la remettre en question, peut-être dans des mauvaises raisons, justement pour remettre systématiquement en question, et pas en disant, peut-être que c'est la limite. Tout à fait. L'idée que je vais formuler surtout la prochaine fois, c'est l'idée que cette morale permet de vivre aujourd'hui ici. C'est pas très bien. Tout le monde se comporte moralement, ils sont sandwich, fonctionne comme il faut avec l'autre. Non, mais c'est bien, c'est parfait. Le truc majeur dont je veux parler moi, c'est qu'elle ne suffira pas, elle ne suffit pas aux enjeux qui sont devant nous. Il va peut-être falloir les cumuler, les additionner, les multiplier, les composer si vous préférez. C'est pour ça que je parlais de la recomposition des rapports, par exemple, les choses entre elles. Parce que ça va très bien, dans la vie de tous les jours, ça va parfaitement. Mais
il y a des choses qui se passent sur lesquelles nous n'avons très peu de prise. Or, elles sont potentiellement très graves au sens littéral, c'est-à-dire lourdes de conséquences éventuelles. Et moi, je pense qu'il est peu responsable de se cantonner à sa morale de proximité qui ne permet pas de prendre en charge ces phénomènes majeurs actuels de demain. Je ne remets pas en cause l'idée de la morale telle qu'elle est, je remets en cause l'idée de l'utilité de la morale telle qu'elle est. Et pour la vie sociale de tous les jours, je pense que si on va avoir un verre après bon, c'est avec qui je ne suis pas marié, si nous buvions un verre en ville, ça se passerait très très bien, ça serait un rapport très moral, très convivial, normé par la société. Le drame pour moi de cette affaire-là, c'est qu'il ne prend pas en charge les enjeux majeurs pour l'humanité de demain, et surtout d'après-demain. Là, plus exactement, ce qui est proposé. Je vais parler de la morale et l'éthique, j'ai peu taper sur la morale. Oui. Vous parlez justement de changer les morales dans l'idée d'envisager des facteurs futurs, des changements futurs. Mais justement, est-ce que vous avez fait déjà des idées par rapport à ces types de changements? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui faudrait changer nous? Si c'est justement la morale elle-même, si c'est votre comportement, si c'est pas plus en profondeur. Vous avez quoi comme idée par exemple? Je vais vous en dire un, parce qu'après, je ne vais pas faire maintenant la conférence qu'on fera la prochaine fois. Vous avez raison, il faut demander, parce que c'est tout à fait normal. Alors, si on part de l'idée de l'éthique, ce que vous avez dit, c'est le trait du comportement. C'est-à-dire, on ne prend pas une norme qui nous arrive d'ailleurs, quand bien même elle serait bonne, mais on étudie l'idée de la validité de son comportement, en quelque sorte, puis-je avoir un comportement adapté à une situation? Car les gros problèmes que nous avons, ils sont posés par des actions que nous allons apprendre, pour lesquelles personne ne peut nous dire dans quelle voie va le bien, dans quelle voie va le mal. Je dis un exemple. Dans les années 70, lorsque l'idée de la pollution a commencé à apparaître, la réduction de la taille de la planète, quand la vie a accéléré, les distances se sont réduites. Vous voyez qu'on ne dit plus à combien on habite de la ville, on dit j'habite à 1 heure, j'habite à 20 minutes. Parce que les kilomètres, 15 km à 8 heures du matin, c'est 1 heure, 5 km à 10 heures du soir, c'est 1 heure aussi. On voit bien qu'il y a un problème qui se pose là, qui est donc très différent de ce qui était à l'époque, puisqu'à l'époque, c'était 10 km, c'était, je ne sais pas, à cheval ou à pied, c'était 2 heures à pied, comme final, 2 heures à pied, pour qu'il arrive. C'était figé, c'était clair, c'était net, on savait ce qu'il en était, on savait ce qu'il convenait de faire en fonction de quelle situation. C'était l'aspect tout à fait normatif de la morale. Et je vous ai dit, ça fonctionne. Un exemple, j'appellerais ça l'agir collectif. Je vous invite à penser qu'on ne pourra pas s'en sortir seul. L'agir collectif, c'est par exemple le récup vert. Une idée idiote lorsqu'on pense à la pollution. On se dit qu'il faut recycler. Lorsque les premiers récup verts sont arrivés, que l'idée des récup verts est arrivée, vous avez la chance d'habiter dans des villes, moi je suis originaire du Lot, le Fémfort. Je ne vous dis pas quand vous allez parler à des petits vieux, en leur disant, il faut mettre ton verre dans la caisse. Qu'est-ce qu'il vous répond? Je suis libre, moi, de faire ce que je veux. Je ne mettrai pas le verre dans la caisse. Il faut donc transformer en 20 ans, pas plus, les comportements individuels qui vont arriver à faire un agir collectif qui fait que dans les banlieues, dans les villes et dans beaucoup de campagnes aujourd'hui, on récupère un verre. Ça s'est fait comme ça, il n'y a pas de morale. Aujourd'hui, on pourrait dire c'est bien de récupérer le verre, c'est pas bien. En fait, c'est pas un problème moral, c'est un problème de comportement adapté à une situation actuelle ou future. Voilà un exemple qui est orienté côté de l'écologie au sens strict, au sens strict, qui a transformé par l'éducation. C'est ce que vous avez dit, il faut être éduqué, il faut réfléchir, il faut apprendre, il faut connaître. Ça ne passe que par ça. Quand on a entendu
quand les gens ont été formés, qu'ils ont compris dans le jeu de jeter une bouteille, une canette dans la rue, de la mettre dans une poubelle, voire dans un récup, et je suis assez heureux de voir que les comportements se sont modifiés, et je ne dis pas que la personne est forcément bonne, je dis qu'il a un comportement adapté à un projet de vie, en société, dans une ville, dans une alimentation. C'est un exemple personnel. Vous avez les énergies les fameuses énergies qu'on produit sans s'en rendre compte et qui pourraient être récupérées, réacheminées, marcher sur des trottoirs qui font éclairer les lampadaires, vous savez, tous ces trucs qui paraissent de loin délirants, mais qui pourraient être des. C'est un peu ça l'idée. Voilà, 3 dernières prises de parole. Alors on va commencer tout au fond là-bas. Bonsoir. Je vais mettre le doigt sur un paradoxe que vous avez dit. Vous avez parlé de cette fameuse messe où la personne en question de. Vous avez dit c'est pour l'individu, ça va lui profiter à lui. Mais moralement, c'est mauvais. Le problème, c'est que le mauvais, comme vous l'avez dit, c'est moral. Le mauvais, vous avez porté un jugement sur ça. Oui, tout à fait, je dis ce que oui, tout à fait, absolument. Finalement, c'est un paradoxe dans le sens où, d'accord, c'est bien, je t'ai donné, c'est bien ce que tu fais, mais au fond, c'est mal. Et vous dites que ce soit mal, c'est un deuxième jugement. Et finalement, on se rend compte que, comment dire, que la collectivité a besoin d'avoir des règles pour ne pas pouvoir s'entretuer, par exemple, comme la fraude, différence systématique. Et finalement, ça met des bâtons dans les roues. Donc, à partir de là, je pense que quand les gens commenceront à laisser tomber, à devenir de plus en plus logique dans une question de moralité et d'éthique, on commencera vraiment à faire de la technologie, on avancera de plus en plus. Donc voilà. Tout à fait. Alors, cet exemple que je vous ai pris, c'est un exemple qui existe. Je n'ai pas inventé l'exemple, c'est Nietzsche qui en parle. Voilà. Donc, il en parle de manière à montrer. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Il ne veut pas montrer que tous les gens qui donnent à la quête sont méchants. C'est pas ça la question. Il veut montrer qu'il peut y avoir à un acte apparemment moral une cause qui est beaucoup moins. C'est ça l'idée. C'est-à-dire un calcul. Aider une dame âgée parce qu'elle a un gros héritage. Je vous dirais que moi je me satisfais qu'elle soit aidée. Le problème de fond, notamment dans la philosophie, c'est sur quoi c'est fondé. C'est simplement le fait d'avouer devant la glace tous les matins, je ne le fais pas que parce que je suis bon. Il est là. C'est ça surtout. Après que vous le fassiez, et que quelqu'un le fasse, c'est bien que dans le monde, justement, c'est une qualité, c'est un jugement qui dit aussi que ce qu'il fait, c'est très calculé et c'est mauvais. Si je dis que ce qu'il fait, c'est très calculé et c'est mauvais, je porte un jugement. Mais au final, objectivement, ce qu'il fait, c'est dans un but de survie, d'échange. Et ça, c'est des marqueurs qui appartiennent à notre côté animal. Comme l'a dit Aristote, nous sommes des animaux pensants. Tout à fait. C'est pour cette raison, si vous avez entendu la position que je faisais, je reprenais au niveau de la conférence de Mathias, l'idée que justement, le surhomme est celui qui va intégrer sa propre pulsion que moralement on qualifie de mauvaise pour lui donner une belle forme. C'est celui-là qui va devenir ce qu'il a à être et qui sera peut-être justement émancipé de la dimension moralisante du jugement d'autrui sur lui. Alors, il y a eu une autre prise de parole ici et ici. Alors, vas-y. Alors, dans la question précédente, vous avez évoqué la nécessité d'un changement dans les 20 années à venir et également la nécessité de l'agir collectif. Donc simplement, nous tous, nous sommes des individus
Alors, en admettant qu'on ait cette lucidité sur la nécessité du changement et du travail en commun, quel est le levier que possède un individu? Comment peut-on faire pour pousser la collectivité dans ce sens, vers cette action? Vous allez me faire faire tout ce que je voulais faire la prochaine fois. On peut attendre un mois après. Tout à fait. Je plaisante. C'est tout à fait pertinent. Si on oui, l'idée, c'est ça. C'est des gros problèmes, des vraies questions. Hein. Alors, des leviers, il y en a. Des leviers, il y en a. Il y a des leviers politiques, des leviers associatifs, il y a des leviers. Il ne faut pas désespérer. Ce sont des possibilités de faire. Il y a aujourd'hui de nouvelles technologies qui nous permettent de fonctionner de manière beaucoup plus mappée, beaucoup plus rapide. On a aussi des outils qui s'adaptent à quelque chose, que nous adaptons aux nécessités sans nous rendre compte forcément qu'ils nous suivent. Il ne faut pas les mettre forcément de côté. Il y a quand même beaucoup de réseaux sociaux actifs, et pas les réseaux sociaux pour laisser pour les fameux murs des grandes soirées festives. Non. Il y avait des think tanks aussi, par exemple, qui sont relayés par des sites, des endroits, des lieux. Il y a des lieux dans le monde où, en France aussi, il y en a pas mal. C'est agi donc, comme je vous l'ai dit, d'un certain investissement. Si vous cherchez, vous en trouverez. Vous en verrez. Il y a des leviers. Alors, ce ne sont pas des leviers absolus, mais lorsque le nombre croît, certains décideurs écoutent. Certains financeurs écoutent aussi. Je pense qu'ici, de la fac de Sabatier et fac de sciences dures, je crois que selon les projets, vous pouvez intéresser les entreprises, les décideurs politiques, la région, le département. Il y a des leviers. Contre rien, c'est la différence entre l'éthique et le moral. Et la morale au sens transcendantal, rien vous arrivera du plafond. Ça, c'est sûr. C'est uniquement ce que vous produirez, c'est très Nietzsche, hein. C'est uniquement ce que vous produirez qu'il faudra changer les choses. Il faut qu'on produise tous, parce qu'il faut qu'on produise tous en commun. Donc c'est dur. Mais je pense que le web est un bon vecteur, certains réseaux politiques ou économiques sont des réseaux. C'est le problème. Alors, j'avais un peu une question, pas de piège, un peu comme celle-là, mais au niveau des solutions, par exemple, en ce qui concerne des problèmes comme vous avez cité en premier lieu, la radioactivité, par exemple, sur comment établir une vision long terme sur des questions de sciences dures qui concernent l'international, et qui peuvent être des enjeux économiques hyper importants et des enjeux de développement technologique hyper importants pour des pays qui ne sont pas forcément concernés par la morale comme nous on pourrait la percevoir. Et oui, c'est ça. Encore, on peut traiter la question de la morale par rapport au traitement du verre, mais comment on traite la morale pour des questions qui peuvent vraiment aider des populations dans l'instant, par exemple, pour une centrale nucléaire dans un pays pauvre qui n'a pas d'électricité. Comment est-ce qu'on jauge aussi ces choix moraux? Est-ce que c'est des législations? Quels outils critiques on peut avoir sur ces questions technologiques qui sont... Il y a le nucléaire, ok, mais il y a peut-être d'autres prochaines découvertes qui vont être aussi potentiellement dangereuses. Comment on les catégorise? Est-ce qu'il faudrait créer un système international de catégorisation de nouvelles technologies? Et est-ce que c'est possible dans 20 ans aussi? Parce que là, on est encore au balbutiement d'une vision internationale de la législation, de l'intelligence. Merci. C'est pratique, ça fera le lien pour la prochaine fois. C'est une parfaite question. Je me reprends l'exemple de la radioactivité uniquement si vous disiez sur l'équipage de responsabilité, parce que c'est l'exemple typique de menace. C'est celui qui pose le problème de l'expansion de la géométrie. C'est-à-dire qu'on a une surpuissance, on ne produit plus ordinairement, on produit, comme vous dites, extraordinairement. Quel est le problème? Le problème exogène, ce n'est pas le problème de celui qui a fait, c'est le problème du voisin qui est en faire. Car si vous êtes, je pense qu'il y a une logique.
vous savez que ça colonise. Et ça ne colonise que dans un sens. Si c'était on va dire, l'originel qui colonisait l'OGM, l'oxygène ne serait pas le problème. Le problème, c'est le contraire. Or, moi, je suis quand même en droit d'être libre, d'avoir un champ qui ne soit pas OGM à côté de mon voisin qui, lui, s'il le veut, le problème, c'est qu'il va gagner le dé. Donc, de toute façon, on est confronté à je pourrais dire, au dépassement. C'est pour ça que j'ai parlé de dimension. On va être dans une expansion dimensionnelle. On ne pourra plus, vous avez absolument raison, ça pourrait être très compliqué, le problème c'est très dur. Il ne faut pas passer aujourd'hui pour nous au moins l'enjeu de ce que vous dites, il existe depuis longtemps. La mondialisation économique va générer probablement une prise en charge mondialisée des produits qu'on pose. Aller déposer ces métaux lourds en Chine ou en Inde, c'est pas une solution à long terme. De toute façon, à long terme, on mourra quand on arrive. C'est-à-dire que ça nous reviendra par un midi ou par un mois. Alors en fait, mon intervention, c'est peut-être plus une observation qu'une question, parce qu'au final, en fait, mon observation, c'était surtout est-ce qu'on aura le temps de créer cette législation avant qu'une catastrophe beaucoup trop importante arrive, sachant que la Chine, par exemple, on a encore à produire son énergie avec du charbon en majeure partie. Quand elle va se mettre au nucléaire, est-ce qu'elle va respecter des normes? Comment est-ce qu'on va gérer ça? Et est-ce qu'on aura vraiment la possibilité de le faire? Voyons les catastrophes qui se passent pour Fukushima, par exemple. Et voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir gérer ça? Exactement, je fais exactement la même chose que Régis a fait tout à l'heure. C'est-à-dire, oui, sur la mesure, c'est pas énorme, mais c'est uniquement en continuant de faire des mesures qu'on améliorera la mesure. Alors, moi, je vous dirais, soit on démissionne, et on ne s'occupe de rien, et vous inquiétez pas, les mecs s'occuperont de tout pour nous, soit on prend en charge le problème, c'est un problème, c'est ça qui est bon, mais il va falloir investir intellectuellement, socialement, politiquement, juridiquement, et ça, c'est une belle œuvre de l'humanité, on est. C'est ce qu'il faut faire. Il faut le prendre en charge, parce que sinon, de toute façon, quoi qu'il arrive, on le sait tous, ça arrivera au bout. Alors, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'éviter que ça arrive comme vous le craignez. Voilà, merci beaucoup.